La vie est chère. Tout est cher. Tout simplement parce qu'on importe. Et quand vous importez, vous êtes dépendant de plusieurs facteurs. Aussi longtemps qu'on ne produit pas localement, on aura tous ces problèmes-là. La solution, c'est d'arriver à restructurer notre économie par la production locale. Nico Minga, économiste congolais et analyste des questions de coopération économique. Conseiller principal du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Aujourd'hui, on parle de l'inflation qui a beaucoup ralenti. Dans la tête de beaucoup de gens, la vie reste chère. Comment vous expliquez ce décalage entre les chiffres et la réalité de la population? Ce décalage vient tout simplement du fait que la plus-value, elle n'est pas maintenue ou elle n'est pas gardée au sol. C'est l'annonce de la fin du cash en dollars d'ici l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que l'économie congolaise est prête à ça quand on sait que notre économie est très dépendante du dollar en cash? La technologie est là, les outils sont là, mais il y a aussi ce travail d'éducation que nous devons faire, de dire aux gens finalement, votre argent est mieux en sécurité dans une banque que dans un matelas. Le cash est important pour certaines pratiques et ça, malheureusement, on ne peut pas garder un pays en arrière parce que les gens veulent l'entretenir, la corruption et tout ça. Comment on explique à un Congolais qu'il n'y a pas d'emploi quand on voit tout un pays en chantier? Il n'y a pas d'emploi, c'est une réalité, mais il n'y a pas d'emploi structuré. C'est quoi la différence? La différence, c'est que Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Bani Talks Experience, mais trop peu d'entre vous sont abonnés. Et pourtant, le Congo mérite mieux que du bruit. Le Congo mérite des conversations qui élèvent, qui réveillent, qui construisent. Bani Talks Experience est en train de devenir cet espace. Alors, si tu veux faire partie de cette génération qui pense, qui ose, qui agit, abonne-toi maintenant. Parce que ce mouvement doit nous ressembler. Et je vous fais une promesse. Chaque abonnement nous donne, à mon équipe et à moi, plus de force pour chercher des invités plus pertinents, provoquer des conversations plus fortes et vous offrir toujours plus de valeur. Appuie donc sur le bouton pour t'abonner. C'est simple, c'est gratuit, mais ça fait toute la différence. Place à l'épisode. Bienvenue dans Bani Talks. Bani quoi? Bani Talks. Bani Talks? Oh, Bani Talks Experience. Ah bah voilà, c'est Bani Talks Experience. Et bien voilà, c'est Bani Talks Experience. Aujourd'hui, on va parler d'économie. Mais quand on parle d'économie en RDC, beaucoup de gens entendent des mots très compliqués. Inflation, taux directeur, cadre macroéconomique, eurobond, réserve. Mais au fond, la vraie question du citoyen est très simple. Pourquoi la vie coûte ce qu'elle coûte? Pourquoi le franc tient ou ne tient pas? Où va réellement l'économie du pays? Et à mon avis, comprendre l'économie n'est pas simplement un exercice intellectuel. C'est un devoir civique. Parce que ça nous permet de prendre des bonnes décisions qui, à la suite, contribuent au développement du pays. Mais aussi, quand on parle de redevabilité, c'est seulement possible si tout le monde sait exactement le rôle que tout le monde est censé jouer ici. Et donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'économie, mais on va aussi essayer d'en parler dans un langage qui permette une bonne compréhension des dynamiques actuelles. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir monsieur Nico Minga, économiste congolais, analyste des questions des coopérations économiques et des enjeux macroéconomiques et géostratégiques. Il est écrivain. Il est actuellement conseiller principal en charge de la coopération économique du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Monsieur Nico, bienvenue dans Bani Talks Experience. merci beaucoup et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Merci. Monsieur Nico, je veux commencer directement. Je veux mettre les pieds dans les pattes dans. Je vous en prie. Ces derniers temps, on entend parler de stabilité macro. Quand vous regardez la RDC aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans une vraie phase de stabilité économique, ou on a juste l'impression d'être dans un équilibre un peu fragile? On a les deux. En ce moment, on a une situation où on a une stabilité qui est encore assez fragile, mais elle est en train de se consolider. C'est ça la bonne nouvelle. Mais à côté, vous avez encore tous les éléments qui permettent pas de parler de stabilité définitive dans la structure de notre économie en général. Donc,
La stabilité, c'est une conséquence à certaines actions, à certains acquis. Et pour le moment, on peut estimer qu'on est en train d'étendre vers une stabilité pérenne parce qu'il y a des éléments qui le prouvent. Je vous donne par exemple au niveau de l'inflation. Par exemple, c'est un gros mot, mais ça veut tout simplement dire la cherté de la vie ou la valeur de l'argent. Nous avons commencé à baisser en taux d'inflation. On parle de 17% en 2023, 2024. Et puis là, on est en train de parler de 2 à 3% pour 2026. Ça veut dire, à un moment donné, nous sommes en train d'améliorer notre cadre général. Et je vous parle de taux de croissance, par exemple, qui est maintenu. Et ça, c'est encore tout simplement pour dire, nous produisons plus que... avant, nous avions des taux de croissance un peu faibles, mais là, on est autour de 5,5 en 2025 et on espère à 5,6 en 2026, 5,9 d'après les prévisions. Mais tout ça veut dire quoi? Tout ça veut dire qu'il y a un peu plus qu'avant. Donc, le pays est en train de produire un peu plus qu'avant. Mais cette croissance, elle se situe malheureusement dans un secteur beaucoup plus spécifique, c'est le secteur minier. Donc, on n'a pas cette croissance dans les autres secteurs, notamment l'agro-production, les infrastructures, enfin le transport et tous les autres là. Mais nous pensons que les choses ou les réformes qui sont en train d'être faites, les mesures qui sont en train d'être prises, c'est pour amener à ce que cette croissance puisse maintenant être non seulement sédentarisée, mais partagée dans la communauté. C'est pour ça que vous avez les gens qui disent, mais vous avez une croissance à 5%, mais on ne les sent pas dans l'assiette. C'est tout simplement parce que c'est plus des capitaux qui viennent de l'étranger, qui sont investis dans un secteur donné, dans le secteur minier. Et le secteur minier, comme vous le savez, il génère beaucoup de revenus, c'est vrai, mais avec très peu de manpower, donc très peu de main-d'œuvre. Donc, contrairement à ce qu'on pense. Et ça a été très mécanisé très rapidement. Donc, du coup, il n'y a pas cette redistribution dans la communauté, tout simplement parce que les investisseurs sont étrangers et ils apportent leur argent, ils investissent au Congo, ils prennent la plus-value, l'État gagne un peu dans les rentes, dans les taxes et tous les autres, mais ça reste encore minime. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas sédentarisé ces capitaux, ça veut dire trouver un moyen de prendre les revenus de ces mines-là, les réinvestir dans d'autres domaines, on aura toujours ces problèmes de stabilité, ces problèmes de vie chère, ces problèmes. On aura toujours ces corrélaires qui sont tout simplement le fait que on ne produit pas assez localement. Mais là, ça me ramène même à la question du PIB, parce que il y a quelques jours, on a parlé d'un chiffre. Il y a eu même un débat sur des projections du FMI qui plaçaient un peu la RDC un peu au-dessus de l'Éthiopie. On a parlé qu'on pourrait attendre un PIB de près de 123 milliards de dollars. Alors, on voit passer en ce moment toutes ces discussions-là. Moi, je veux quand même comprendre, quand on voit le PIB qui grimpe comme ça, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de produire ou c'est un effet d'échange? C'est principalement un effet d'échange, mais il faut dire que si on sort un peu de tous ces chiffres, c'est très flatteur, qu'on soit devant l'Éthiopie et tout ça, c'est très flatteur. Mais notre effort doit être dans la structuration de notre économie. La base de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'arriver à produire localement, réduire les coûts logistiques et puis arriver quand même à avoir une bonne partie de la population contribuer au progrès. Vous avez un pays où on a 110 millions d'habitants, mais plus que la moitié au chômage, on parle de 80%, c'est énorme. Donc déjà, tous ces chiffres-là, ça peut être 3 fois, on est autour de 650, 649 dollars par personne. C'est très faible comparé à 2000 en Angola et ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de passer un moment charnière. En ce moment aussi, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Le PIB pourra doubler, tripler, ça viendra. C'est la conséquence du travail. Mais la première des choses, la plus importante, c'est de penser comment nous pouvons réduire nos dépenses pour des choses qu'on peut produire et obtenir localement. Je vous donne un exemple.
la vie est chère. Tout est cher. Tout simplement parce qu'on importe. Et quand vous importez, vous êtes dépendant de plusieurs facteurs, notamment le coût de transport, le carburant et toute la situation globale qui nous affecte. Donc, aussi longtemps qu'on ne produit pas localement, on aura tous ces problèmes-là. La solution, elle n'est pas magique, elle est connue, mais elle est en train d'être appliquée, ça prend du temps. C'est-à-dire, c'est arrivé à restructurer notre économie par la production locale. Parfait. Aussi longtemps qu'on n'a pas fait ça, on va parler tous les beaux français, on va expliquer inflation, cadre macroéconomique et tout ce que vous voulez comme jargon. Ça ne produira aucun effet. Et ça, c'est mon point de vue et c'est le point de vue de presque tous les économistes sérieux. Nous pensons que on doit faire un effort énorme de pouvoir structurer notre production. Et ça passe par quoi? Ça passe par déjà les infrastructures. Vous allez me dire, on n'a pas d'argent, mais notre problème n'est pas financier. On a des problèmes économiques, c'est-à-dire notre façon de produire, notre façon de consommer, notre façon de distribuer la richesse. C'est ça où se trouve le plus grand enjeu. C'est pas un problème d'argent, parce que l'argent, on peut lever l'argent. On a vu aujourd'hui, on a fait un eurobond à 1 milliard 250. C'est quelque chose qu'on peut avoir. On peut avoir accès aux capitaux. Il y a plus de capitaux en circulation en ce moment qu'il y a 20 ans dans le monde. Donc, maintenant, ils cherchent des terrains fertiles pour accueillir ces montants-là. Si on est sérieux, et je le disais avant de commencer cette émission, c'est qu'on a un petit problème, c'est que on a un problème de sérieux et de discipline dans l'exécution de ce que nous avons comme ambition. Donc, si on est sérieux et que les autres le perçoivent, le Congo deviendra une terre d'investissement. Très rapidement, vous allez voir, les capitaux vont affluer. Nous allons voir une économie qui sera beaucoup plus souple en termes d'investissement étrangers et même locaux, puisqu'on aura des Congolais qui vont commencer aussi à investir dans leur pays. Donc, c'est ça le plus grand défi que nous avons. Donc, tout le reste, ce sont des corollaires. Et donc, c'est quand même paradoxal, parce que ce que vous dites, ça me fait un peu froid au dos, parce que le niveau de série est quand même assez bas, parce que quand on regarde, par exemple, les terres, on n'en parlait pas, on a toutes les statistiques, le sous-sol, voilà, ce n'est pas des choses qu'on rappelle. Quand on regarde la démographie, on est parmi les pays avec la plus grande population et même une population jeune. C'est-à-dire que tous les éléments additionnés nous donnent quand même de levier pour être cette puissance africaine et mondiale. Est-ce que c'est seulement un niveau de sérieux ou il y a autre chose, il y a une autre pesanteur qui fait ce que même quand on veut y mettre un peu plus de sérieux, on pèse encore assez lourd? Je pense que nous subissons une conséquence tout à fait logique. Pendant des années, on n'a pas travaillé dans ces pays. Moi, j'ai toujours dit, depuis l'époque coloniale, on a hérité d'un système qui n'était pas le plus parfait, mais il y avait quand même un sérieux. Quand on regarde dans le passé, ces pays étaient un peu plus avancés. Il était au même niveau que le Canada dans les années 60. Exactement. Un peu plus que certains pays européens aujourd'hui. Nous avons fait un bond en arrière, tout simplement pour plusieurs raisons. On peut parler de situation géopolitique et tout ce que vous voulez au niveau global, mais on ramène un peu à notre propre comportement. On a passé notre temps à danser, à s'amuser, à vénérer les gens, à danser pour les gens. Donc, je vous parle pas des 10 dernières années, je vous parle des années Mobutu et tout ça. Donc, la conséquence aujourd'hui, on a un tissu économique qui est très frêle, très fragile, tout simplement parce qu'on l'a pas consolidé. Quand je dis on n'a pas travaillé, c'est-à-dire on n'a pas posé les bons jalons au bon moment. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait. Et ça prend du temps et on ne le ressent pas aujourd'hui encore, parce que c'est comme si vous êtes à moins 100, vous arrivez à moins 20, vous êtes toujours en négatif, mais vous avez fait 80 points. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, tous les acquis dont vous parlez, les sols, les sous-sols, la jeunesse, l'espace, ce sont les éléments de puissance. Ils sont réunis dans ces pays. Mais il y a juste un problème, c'est qu'à un moment donné, nous devons juste être sérieux et disciplinés. Alors, quand je dis être sérieux et discipliné, ça veut dire nous venons de faire un bond qualitatif ici en termes de visibilité, en termes de crédibilité, j'allais dire.
nous avons passé quand même le cap où on nous regardait comme un pays, comme une jungle. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être appréciés Exactement. par le marché international, par les milieux financiers, tout simplement parce qu'il y a eu un travail de consolidation. Et ce travail-là doit continuer. Malheureusement, ça ne porte pas des fruits le premier jour. Ça prend du temps, ça sera même après ces mandats, même après cette gouvernance, ça va continuer à s'accroître. Mais il faut qu'on pose les bonnes bases aujourd'hui. Et c'est là où je dis, malgré tous les cadastres que nous avons, si on n'est pas sérieux, et quand je dis on est sérieux, c'est pas simplement entre individus, mais aussi au niveau de la gouvernance. On doit quand même avoir, à un moment donné, tous les Congolais. Parce que quand on parle de gouvernance, généralement, on pointe les doigts sur les dirigeants. Exactement. Et moi, je trouve ils ont la part de responsabilité à certains égards, mais je ramène ça au niveau de la population. Nous devons tout simplement être sérieux. Généralement, il y a un jargon en lingala. l'État, et les Kanango, et ça, le côté. Et au sein des locaux, quand 20 ans après, on a des problèmes structurels, Exactement. on a des problèmes de vie chère, c'est parce qu'on n'a pas été sérieux à un moment donné. Au lieu d'investir dans les outils, nous, on a investi dans je n'ai pas envie de futilités, mais on a passé notre temps à danser. Et ça, malheureusement, c'est une conséquence logique. Mais aujourd'hui, il y a un effort énorme. Ça se voit peut-être pas. Nous, on le voit de l'intérieur. Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'ajustements, beaucoup de remises en question surtout. On n'a pas l'impression que tout marche comme on le voudrait. Ce n'est pas encore le cas. Mais le rythme est assez lent pour un pays. 15, 20 ans, c'est rien pour un pays. Bien sûr. Ouais. Alors, bien sûr, quand on vous entend parler, on sait qu'on a en face un économiste, ça veut dire quelqu'un qui comprend les chiffres et qui comprend un peu toutes les dynamiques. Mais pour un Congolais pas très avisé, peut-être que la lecture est totalement différente. Par exemple, la Banque centrale a indiqué fin mars 2026, cette année, que l'inflation en glissement annuel était retombée à 2,2% contre 10,1% il y a un an, au même moment. Alors, en parallèle, il y a aussi le taux d'échange officiel qui reste autour de 2300 francs. Alors, on nous dit, aujourd'hui, on parle de l'inflation qui a beaucoup ralenti, ce qui est très bien, mais dans la tête de beaucoup de gens, la vie restait chère. Comment vous expliquez ce décalage entre les chiffres et les vécus, et la réalité de la population? Ce décalage vient tout simplement du fait que la plus grande, la plus-value, elle n'est pas maintenue ou elle n'est pas gardée au sol. Tout simplement parce que les gens, je le disais au tout début, les gens qui investissent, ils attendent un retour. Mais le jour où nous allons commencer, nous-mêmes, à produire localement, à créer de l'emploi localement, et c'est cet effort-là dont je parlais. Ça prend du temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de penser à la diversification de notre économie. Ça paraît bête, mais pour construire une infrastructure, par exemple, ça prend des années. Pour faire le champ, aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous avons des tares, des habitudes que nous avons gardées. On pense qu'on peut développer ces pays encore avec des houes, des haches, des ceci. Non. L'agriculture aujourd'hui, elle est mécanisée, elle est industrielle et nous devons aller vers ces genres de projets pour employer le maximum. Il n'y a juste pas assez d'emplois, ça je dois l'avouer. Mais le peu qui est là est assez fragile parce que nous n'avons pas des industries qui emploient. Quand vous allez dans la plupart des pays, le matin à 6 heures du matin, vous voyez, il y a un flux. Les gens qui bougent, ils sont appelés dans les industries. Alors, nous, on a des jeunes gens au coin de rue qui sont en train de jouer aux dames, et puis voilà. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire, nous devons investir massivement dans les outils de production localement pour essayer non seulement d'augmenter la productivité et la valeur locale, mais aussi d'employer le maximum de gens. Vous avez des pays comme l'Angleterre qui avaient à un moment donné 59% de leurs revenus était l'impôt sur le revenu. Ça veut dire qu'il y a de l'emploi. Oui. Et les gens travaillent et puis l'État gagne aussi. Alors nous, on a une assiette assez petite. Donc vous avez très peu d'entreprises et le reste, c'est l'informel. Alors je touche ces points parce que c'est ça aussi que j'aimerais que les gens comprennent. L'économie informelle, elle est
agréable parce qu'on est loin de l'État et tout ça. Mais il y a un aspect solidarité qui nous manque. Les États, en général, leur santé budgétaire permet à prendre en compte les questions sociales plus facilement. Quand vous n'avez pas d'assiette assez large, vous n'avez pas de revenus, c'est difficile. Il y a une masse importante d'argent qui circule dans l'économie informelle. Quand on parle de l'économie informelle, beaucoup de gens, et même certains économistes, pensent qu'on parle du petit qui fait la petite boutique au coin. Non. C'est beaucoup plus élevé que ça. Les masses importantes passent aussi dans certaines entreprises qui sont formellement constituées, mais qui ont leurs opérations ou leurs structures opèrent dans l'informel. C'est ça aussi qu'on devrait arrêter. On devrait commencer, nous, citoyens, à vérifier celui qui nous vend. Est-ce qu'il a payé ses taxes? Quand vous allez dans un magasin, vous devez vérifier que votre reçu, il porte bien la TVA. C'est cette surveillance-là qui va faire en sorte que l'État aura un peu plus d'argent. On n'a pas simplement à tirer sur les dirigeants avec les maigres moyens. On doit aussi faire en sorte que l'assiette s'élargisse. Donc, l'économie informelle, on est en train de s'attaquer à ça. On est en train de formaliser les opérateurs congolais. C'est un travail qui va prendre un peu de temps, mais à la fin, on aura plus de Congolais au boulot. On aura plus de Congolais formalisés dans leurs entreprises. Et j'encourage beaucoup de gens à rester dans les PME, dans l'entrepreneuriat et tout ça, parce que l'État-providence ou l'État qui emploie 150 000 personnes dans un quartier, c'est plus le cas. Partout dans le monde, maintenant, on est en train d'ouvrir les opportunités pour que les gens créent les entreprises. Les gens créent des opportunités. Les gens travaillent dans toute la partie de transformation. Parce que nous avons un pays, comme je disais, tous les éléments de puissance sont réunis. Mais aujourd'hui, nous sommes tous envieux de rester dans un bureau, derrière un écran, porter une belle cravate. C'est très bien. Mais le maximum d'entre nous, les plus brillants d'entre nous, doivent être dans l'industrie, doivent être dans la production, dans la création de valeur. Et ça, nous avons beaucoup d'opportunités dans l'agro-production. Quand je parle d'agro-production, c'est avec toute l'échelle des valeurs. Exactement. Et c'est là où j'invite les Congolais, au lieu de nous acheter des Prado, des V8 et tout ça, investissez dans les usines, dans les productions. Ça va faire en sorte qu'on ait plus de production locale, ça va stabiliser notre monnaie, parce qu'on dépense beaucoup d'argent dans le train de vie. 3 milliards d'importations pour manger. C'est de l'argent qu'on a gagné difficilement dans les mines, mais qu'on va le dépenser dans les fosses septiques parce que on achète à manger et puis il n'y a pas de création de valeur, il n'y a rien. Donc, c'est un peu aberrant. Voilà, toutes ces questions-là, pour le Congolais lambda, c'est difficile à comprendre, mais ce sont les raisons. Je ne vais pas entrer dans les considérations techniques et économiques, mais c'est ça la simple explication pourquoi on est dans des difficultés au quotidien dans notre assiette. Mais ce qu'on dirait que, c'est-à-dire, si on règle un peu cette question d'emploi, et on aura fait un vrai leapfrog pour déjà répondre. Le jour où on aura des emplois ici avec un minimum de salaire élevé, vous allez voir tous les producteurs au monde des véhicules, des maisons, tous les ils vont venir au Congo ici. Vous avez un salaire moyen de $1 000 par habitant, par employé. BM va venir ici, toutes les autres, ils vont venir créer les usines ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir d'achat élevé. Donc, travaillons dans ce sens-là. Et ça, c'est un travail qui va prendre du temps, mais j'insiste encore sur le fait de poser les bons jalons au bon moment, et c'est maintenant. Et on est dans une période charnière. Si on ne le fait pas maintenant, on va encore pleurer pour les 20 prochaines années. Donc, c'est vraiment au niveau de la gouvernance, au niveau des institutions, mais aussi au niveau du mindset, de la mentalité des Congolais. Nous devons changer. L'État ne va pas résoudre tous les problèmes et c'est pas sa vocation. C'est de s'assurer pour la sécurité, la santé, l'éducation, ça, on est bien d'accord. Mais pour créer les entreprises, créer de l'emploi, on essaye avec les incitations les mesures incitatives qu'il y a sur la table, avec les codes d'investissement, l'ANAPI et toutes les autres institutions. Mais c'est la responsabilité des Congolais d'investir dans leur pays et saisir les opportunités. Vous allez me dire, oui, mais il faut de l'argent. Oui, l'argent vient après avoir structuré un projet. Mais comment on explique à un Congolais qu'il n'y a pas d'emploi dans ce pays quand on voit tous ces chantiers, y compris des chantiers de construction, les infrastructures, tous les deals qu'on est en train de signer, les entreprises internationales qui s'implantent ici? Comment on explique à un Congolais qu'il n'y a pas d'emploi quand on voit tout un pays en chantier?
Il n'y a pas d'emploi, c'est une réalité, mais il n'y a pas d'emploi structuré. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'aujourd'hui, les gens vivent, ils travaillent, mais dans l'informel. Vous avez des jeunes gens qui sont dans des quartiers un peu reculés, qui peuvent se dire, tiens, il n'y a pas d'emploi aujourd'hui, mais dans leur coin, l'entrepreneuriat est la réponse à cela. Moi, je vous donne un exemple pourquoi j'insiste sur cet aspect-là. Il y a des gens qui ont été éduqués, c'est un exemple que je donne souvent, qui ont été éduqués par des dames qui font les travaux maraîchers, hein, donc faire produire les légumes au coin de la rue. Ces dames-là ont payé les études aux enfants qui ont fait l'agronomie. Mais après, vous allez voir un agronome qui est dans un quartier où il y a des terrains, des espaces à Maluku et consorts. Il va vouloir venir en ville comme chauffeur auprès d'un ministre ou d'un DG. Voilà, c'est déjà un problème à ces niveaux-là. Si on peut comprendre, et il y a l'exode rural aussi qui n'a pas aidé, si on peut comprendre 80% de notre richesse vient de milieux ruraux, et nous, on est concentrés dans les villes à vénérer les gens, Mopao et tout ça. Donc, j'ai envie d'inviter les gens. Quand vous allez à l'intérieur du pays, il y a beaucoup d'opportunités. Ne fût-ce qu'au niveau de négoce. On devrait avoir des jeunes gens qui sont bien forts, qui pourraient entrer dans les milieux reculés, acheter ou encadrer les productions locales et puis les revendre dans les grands centres. Ce travail-là aussi est en train d'être fait par d'autres communautés. Et je ne vais pas citer les noms pour ne pas stigmatiser, mais c'est dommage que nous n'avons pas cette créativité. Le problème d'argent se pose toujours et dans toutes les communautés, dans tous les mondes entiers. Vous avez des problèmes d'accès aux capitaux. C'est un peu plus facile pour certains, mais en général, les gens qui sont déterminés, qui ont une bonne vision sur leurs ambitions et leurs opérations à venir, ils arrivent à trouver toujours un moyen. Il y a plusieurs mécanismes de financement. Ça peut être au niveau de son cercle privé, ça peut être au niveau des emprunts et tout ça. Il y a toujours, mais la première richesse, c'est d'abord notre mindset. Et j'en appelle aux jeunes gens. On le dit pas assez aux jeunes gens que partout dans le monde, les jeunes ne sont pas, on donne pas de l'argent aux gens pour dire allez-y, faites. Non. C'est quand vous avez un projet, vous avez déjà démontré certains sérieux. Si vous êtes sérieux à vendre les cartes au coin de la rue et que ça vous ramène $200 au bout d'un moment, on peut vous faire confiance pour 300. Et si vous êtes assis dans votre banc et vous dites j'attends que l'État vienne me donner de l'emploi, c'est un peu compliqué. Je sais que ça va pas faire plaisir à beaucoup de gens d'entendre ça parce que la réalité est peut-être différente, mais il n'y a pas d'autre façon. Il faut se débrouiller à un moment donné. Je pense que les Congolais sont assez débrouillards. Ils arrivent à faire quelque chose de leur temps. Et j'aimerais qu'on formalise ça pour qu'ils puissent avoir accès justement à d'autres soutiens. Même si on avait de l'argent à distribuer, on ne va pas le donner aux gens qui ne sont pas identifiés, on ne va pas le donner aux jeunes qui ne sont pas enregistrés. Donc c'est ce travail-là, je parlais de la formalisation, c'est pour permettre, donner de la chance à tous les jeunes de faire quelque chose pour leur pays. Vous parlez des financements, j'ai envie d'aborder quand même la question du taux directeur, parce que je crois que c'était le 9 avril, la Banque centrale a baissé son taux directeur de 15% à 13,5%. Et d'ailleurs, déjà, il y a eu une baisse déjà précédente en janvier qui était de près de 15%. Et puis, l'année passée, en fin d'année, vers octobre, on était à 17,5%. Alors, la logique que la Banque centrale avance, c'est que l'inflation a reculé et donc le taux réel reste positif. Pour quelqu'un qui nous regarde, d'abord, pour commencer, pour quelqu'un qui nous regarde et qui n'est pas économiste, c'est quoi un taux directeur déjà pour qu'on comprenne ce terme-là? Ce sont des outils que la Banque centrale, dont la Banque centrale dispose pour justement réguler dans sa politique monétaire. Donc, on peut le baisser, on peut l'augmenter, c'est selon les résultats qu'on attend. Dans ce cas ici, puisqu'on a une inflation qui a baissé, ça sert à rien. C'est pour permettre quand même aux banques, parce que le taux, c'est d'abord pour les banques, et puis permettre aux banques de pouvoir prêter à un taux moins élevé, parce que le crédit coûte cher au Congo. Bien sûr, oui. Et ces ajustements permettent à ce qu'on puisse avoir... On a connu dans ces pays des gens qui prêtaient de l'argent sur 2 ans, 3 ans à 25%, 30%. C'est ridicule. Personne ne fait ça à travers le monde. Il y a qu'au Congo où on comprend difficilement ces genres de pratiques. La banque, c'est pas quelque chose d'anormal. Parce que les gens ont parfois tendance à dire, ouais, ils ont baissé le taux, ils ont augmenté. Ce sont des outils, ce sont des manettes qu'on utilise pour
mener la politique monétaire dans un sens ou dans un autre. Donc, il n'y a rien de mystique là-dedans, mais seulement le plus grand intérêt pour nous d'avoir ces taux-là, c'est quand les opportunités sont saisies à travers les banques, à travers les emprunts. C'est là où ça devient intéressant si on emprunte pour produire localement. Si on emprunte pour la consommation, et ça n'a rien. Là, je vous parlais des eurobonds. Vous avez un prêt jusqu'en 2032, 2037. Alors, c'est en 2 phases. Si on a emprunté cet argent-là, c'est pour avoir des infrastructures, avoir des outils de production de qualité et puis qui vont quand même créer de la valeur. Mais si on commence à emprunter, ça, c'est quelque chose, j'insiste là-dessus parce que notre comportement, vous voyez, je vous disais, le sérieux, notre comportement en tant qu'individu, on va emprunter de l'argent pour la consommation, c'est très bien. Les Américains le font, les Européens le font, mais ils ont quand même un matelas beaucoup plus large. Nous, on n'a pas ce luxe-là d'emprunter pour le confort. On doit emprunter plutôt pour produire de la valeur localement. Et c'est ça, le coût de l'argent est très élevé au Congo parce que nous ne produisons pas. Je reviens encore là-dessus. La banque essaye, avec ces manettes-là, le taux d'inflation, par exemple, le taux le taux directeur de la banque, c'est pour permettre à ce que les autres banques puissent avoir la possibilité de prêter à un taux inférieur. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va expliquer aux gens de cette manière-là, mais ce sont des manettes, comme je disais encore une fois, qui permettent à ce qu'on régule la politique monétaire. Est-ce que ça traduit aussi une certaine confiance en l'économie du pays? La confiance, elle est là. Vous savez, aujourd'hui, le pays est beaucoup plus fréquentable qu'avant. Okay? Donc, tout ce qu'on a vu comme indicateur jusqu'à présent, la plupart sont au vert et je dirais même en train de s'améliorer pour beaucoup d'entre eux. Cela donne un signal à l'international, donne un signal en interne. On va très prochainement avoir une situation où on pourra lever les fonds localement parce qu'il y a beaucoup de gens qui détiennent dans les DAT, dans les dépôts à terme, dans les banques. Cet argent-là on ne doit pas garder de l'argent comme dans un coussin. Exactement. On doit, il y a beaucoup je crois que le ministère des Finances est en train de travailler là-dessus. Nous serons en mesure de faire confiance à notre État avec ces obligations qui vont être émises. Et ça prouve qu'il y a de la confiance, puisque l'État a démontré quand même une certaine constance dans ces agrégats. Donc, on espère que d'ici là, on pourra avoir un État qui pourra lever les milliards et deux dans ces pays, parce qu'on a la capacité de le faire localement également. Et d'ailleurs, parce qu'on parle de politique monétaire, il y a aussi un sujet qui fait débat et qui fait réagir énormément ces derniers temps, c'est l'annonce de la fin du cash en dollars d'ici l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que l'économie congolaise est prête à ça quand on sait que notre économie est très dépendante du dollar en cash? Il y a beaucoup de pays qui sont arrivés. Vous allez à Nairobi aujourd'hui, vous pouvez payer avec votre carte, avec votre laptop, avec votre smartphone. C'est des choses qui sont techniquement possibles, mais c'est une percée que nous devons vraiment encourager. Ça va réduire beaucoup de choses qui sont improductives aujourd'hui. Vous savez, quand vous avez le cash, l'argent en soi coûte cher. Il faut l'imprimer, c'est toute une logistique et on va réduire cette logistique-là. Mais aussi au niveau des transactions, on pourra avoir une meilleure traçabilité parce que on parlait de ressources de l'État aujourd'hui. Tout s'est fait en cash et puis l'État ne perçoit rien. Vous allez voir quelqu'un qui vend une maison, puis l'État n'a rien perçu. Vous achetez une voiture, 15-20 000 $ et l'État ne perçoit rien. C'est parce que c'est fait en cash. Et on va essayer de... Et puis, il y a aussi au niveau de la sécurité. Quand vous avez votre portefeuille électronique, vous êtes quand même beaucoup plus en sécurité qu'avec une mallette et 10 000 $. Donc, c'est techniquement possible. Les technologies sont là, mais c'est culturellement, il faut amener... on a vu, quand on a fait la bancarisation, les gens étaient payés le matin et à 15 heures, ils avaient retiré leur argent. Et voilà, la technologie est là, les outils sont là, mais il y a aussi ce travail d'éducation que nous devons faire, de dire aux gens finalement, votre argent est mieux en sécurité dans une banque que dans un matelas où ça peut être bouffé par les souris ou noyé en cas d'inondation. Donc, c'est ce travail-là qui doit être fait, de faire comprendre aux Congolais que vous avez intérêt à utiliser les outils modernes. Et je crois que
il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans ce sens-là. C'est une très bonne chose que j'encourage d'ailleurs. Mais est-ce que l'intention, c'est beaucoup plus dans ce sens de réduire l'usage du cash ou c'est aussi de donner le levier aux francs congolais? C'est la combinaison de toutes ces choses-là. Donc, il n'y a pas une raison spécifique qui peut justifier ça uniquement, mais il y a toute cette combinaison des raisons que je viens d'évoquer qui font en sorte que c'est une bonne voie à suivre. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se le dire, c'est plus facile. Aujourd'hui, pour ceux qui utilisent les outils électroniques pour des paiements et tout ça, c'est quand même plus pratique. Aujourd'hui, on a fait un bond qualitatif avec les technologies. Avant, on avait nos grands-mères qui mouraient au village pour $100 de traitement. Aujourd'hui, avec un clic, vous pouvez déjà résoudre un problème à 1000 lieues. Donc, je crois que le Congolais, à un moment donné, on doit apprendre à vivre avec la modernité, avec les outils. Il y a une réticence là-dessus. Et bon, maintenant, il y a un autre aspect, je ne vais pas m'étaler dessus, on comprend, le cash est important pour certaines pratiques et ça, malheureusement, on ne peut pas garder un pays en arrière parce que les gens veulent entretenir la corruption et tout ça. Donc, on doit passer à autre chose et ceux qui ne veulent pas la traçabilité, malheureusement, le Congo est en train de devenir un pays sérieux et certaines pratiques vont tomber avec ce genre de technologie. Mais pourquoi on a pris du temps? Parce que on a quand même tourné, on a voyagé. Il y a nulle part au monde où on a réussi à utiliser les dollars à part aux États-Unis. Pourquoi on a pris du temps? Déjà, moi, quand on regarde même l'Afrique, tous les pays ont leur propre monnaie en circulation. Il y a plusieurs paramètres, mais le plus grand facteur que je mettrai sur la table aujourd'hui, c'est la confiance de la population. Vous savez, les monnaies, vous allez dans certains pays, je vais citer l'Angola, le Nigeria, ou même ici au Congo, en face, Brazzaville, les gens sont fiers de leur monnaie. Vous amenez vos dollars, ils vous disent non, allez-y, d'abord changez à la banque et ramenez-moi les francs ou ramenez-moi les naira ou quoi. Cette confiance-là, les Congolais, malheureusement, tous, parfois même à des degrés beaucoup plus élevés, nous n'avons pas cette confiance-là absolue. On doit changer. C'est pourquoi quand je dis nous devons aussi être fiers de notre monnaie, nous devons l'encourager. La portabilité, c'est très important. Avant, on avait des billets, des 1000 zaïrs, 1 million et tout ça. Mais on a quand même, aujourd'hui, les francs, c'est raffermi. On a quand même la possibilité de se dire, ce n'est pas si mal que ça. Ça s'améliore. Déjà, les taux sont en train de baisser. Mais le dollar, c'est un phénomène qui a commencé tout simplement parce que les gens, ils trouvaient que c'était plus facile pour les transactions. Et surtout, comme tout est importé, les gens, ils rachètent. Mais si on commence à produire localement et que moi, je suis quelqu'un qui fabrique le savon et que je dois m'acheter le soude caustique au coin de la rue, je l'achète en francs, j'ai pas besoin de dollars. Tout à fait. Le besoin vient du fait qu'on ne produit pas localement. C'est pour ça qu'on a besoin de dollars pour acheter à l'étranger. Donc, quand on commencera à produire localement, on va avoir moins besoin de dollars, tout simplement parce qu'on va négocier, transiger dans notre propre monnaie. Donc, c'est pourquoi je dis il y a une combinaison de plusieurs facteurs et la plus grande chose, et c'est tellement lié, que j'aimerais qu'on retienne une chose, aussi longtemps qu'on ne produit pas localement, on aura tous ces problèmes que nous avons évoqués jusqu'à présent. Et est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise lecture des gens ou il y a eu un élément déclencheur quand même? Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs dans le passé, mais je pense que nous devons aussi nous adapter. À un moment donné, les gens mettaient leur argent en banque et puis c'était difficile. Après, vous arrivez, on vous dit, vous ne pouvez retirer qu'à concurrence de $200 et tout ça. C'est des pratiques qui sont... c'est à l'époque de 1900 Kalakala. Aujourd'hui, on est quand même en 2026. Exactement. On doit vivre avec la modernité et je crois que la dédollarisation va être progressive. Elle est en train de se faire. Mais c'est pas un phénomène qui est arrivé en un jour. On va pas espérer que ça s'arrête du jour au lendemain. Mais les outils dont je parle en termes de production locale, ça va déjà nous empêcher d'avoir besoin de 3 milliards chaque année pour manger. Si on commence à avoir nos tomates localement, on commence à avoir nos poulets des chairs localement, on commence à avoir nos chinchards. Si on commence à avoir tout ça, on va déjà avoir 3 milliards de dollars dont on n'aura pas besoin. On va les transiger en francs congolais. Et la chose la plus importante, c'est que quand on fait ça localement, non seulement on coupe le besoin en devises, mais aussi on consolide notre monnaie. Et là, c'est plutôt technique, mais c'est lié. Moi, aujourd'hui, je suis venu tout simplement pour dire, mettons l'accent sur la production locale, dans n'importe quel secteur. Alors, on peut baisser le taux, on peut stabiliser les prix, on peut donner des bons signaux.
Mais si les entreprises continuent à avoir du mal à se financer, on reste quand même un peu. Est-ce qu'on reste pas un peu bloqué quelque part? Parce que je pense qu'aussi la question du financement reste quand même une question épineuse dans notre économie. Le financement est difficile, oui, je l'admets, mais j'ai envie de dire aussi que nous devons aussi améliorer notre façon d'aborder la question. Parce que la plupart des projets, vous allez chez un opérateur, un jeune, vous allez lui dire, tiens, j'ai un projet, il faut trouver un expert pour vous faire un plan d'affaires. On a souvent des projets qui sont rejetés quand vous allez dans les banques, parler aux amis, ils vont vous dire, oui, l'argent est là, mais son projet n'était pas bancable. Tout simplement parce qu'il a été mal fagoté. Et ça, c'est un grand problème. Et parfois, même au niveau le plus élevé, vous avez des entreprises qui vont vouloir un peu plus que ce qu'ils peuvent. Et ça, malheureusement, il faut calibrer ces demandes. Mais l'accès au financement, je le répète encore, c'est un problème global. Il y a plus de capitaux, mais malheureusement, il y a un filtre. Ces filtres-là, c'est les garanties que vous mettez en place, le projet. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de problème de financement de façon catégorique parce qu'il y a quand même un effort. Vous avez au niveau du gouvernement, il y a beaucoup de programmes qui se mettent en place. Nous, au ministère de l'économie, par exemple, on dit aux gens, formalisez-vous pour que vous soyez en mesure d'avoir accès à certains financements avec les banques et tout ça. Mais on n'a pas cet engouement encore, mais ça va venir. Donc, c'est la structuration de nos projets, c'est la façon dont on présente. Il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, malheureusement. C'est la réalité qu'on trouve en Angola, en Chine et tout ça. Mais je pense qu'il faut encourager les gens quand même à structurer leur business. Et c'est une des raisons pourquoi on ne finance pas beaucoup. Et dans la vraie vie, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un génie. On comprend qu'il n'y a pas assez de financement dans des projets de plus de 5 ans, tout simplement parce que le pays avait cette perception-là de risque, mais c'est en train de s'améliorer. Les banques commencent à atteindre 5 ans aujourd'hui, mais il y a quelques années, un prêt au-delà de 3 ans, c'était pratiquement impossible. Exactement. Donc, ça va s'améliorer au fur et à mesure, nous sommes en train d'avancer. Et déjà qu'on soit plus crédible, ça baisse. Je donne la note des S&P qu'on a eu au mois de janvier. Quand vous êtes dans les B et B+, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Les investisseurs sont beaucoup plus intéressés. Nous avons des partenariats qu'on a noués à gauche, à droite. Ça va être des opportunités d'affaires aussi. Donc, je pense le puzzle est en train de se mettre en place. Qu'on reste pas alarmiste, qu'on regarde aussi de façon optimiste. C'est que moi, je suis de ceux qui sont optimistes. Je me dis, on a fait beaucoup d'erreurs dans le passé, on a fait beaucoup de bêtises dans le passé. Mais aujourd'hui, on est encore en train de manœuvrer autrement pour atteindre notre objectif le plus rapidement possible. Alors, j'aurais pu demander, est-ce qu'on a une stratégie aussi des financements des PME, parce que comme on sait que le cœur de l'économie aussi, c'est des PME, c'est pas que des grandes entreprises, parce que les grosses entreprises, généralement, aussi sont des entreprises importées ou qui viennent de l'extérieur. Donc, je pense que la stratégie, elle est là, mais moi, je veux comprendre, est-ce que vous pensez que la stratégie, elle est bonne? Parce que même quand on regarde les structures d'accompagnement, on voit le FOGEC, la NADEC, il y a l'ANAPIC ici, il y a l'FPI, il y a la PROSEM. Il y a quand même pas mal de structures qui montrent qu'il y a quand même une réflexion sur comment est-ce qu'on peut structurer un peu tout cet écosystème-là. Mais est-ce que vous pensez que la coordination, elle est bien faite? Est-ce que chacun joue son rôle? Et est-ce que chacun comprend là où l'autre devait récupérer? Je veux quand même comprendre pour voir, est-ce qu'il y a de l'espoir? La présence de ces structures-là veut dire qu'il y a une stratégie, il y a une vision, il y a une pensée pour résoudre la question du financement. Maintenant, le défi est peut-être au niveau de la coordination, le défi est peut-être au niveau du casting, le défi, ça reste discutable, mais il y a une volonté. Il y a une volonté, tous ces outils se sont mis en place, pas pour juste faire beau, mais parce qu'il y a une volonté d'atteindre un objectif. Donc, moi, j'ai envie de regarder devant en disant, voilà, nous avons mis ces structures-là, il faut juste qu'on puisse avoir assez de moyens parce qu'il faut quand même nous dire que notre assiette fiscale est assez limitée. Un budget de 16 milliards pour un pays comme le Congo, c'est très limité. Malheureusement, on n'a pas ce courage politique parfois de dire la vérité aux gens qu'on n'a pas assez d'argent pour développer ces pays. Je suis en train de penser que notre solution viendra de l'exercice qu'on est en train de faire, avec les eurobonds qu'on est en train de faire, la crédibilité qu'on est en train de mettre en place et qui est en train de s'accroître. Nous devons faire un bond qualitatif par un emprunt de masse.
Moi, je suis pour ceux qui pensent que c'est Congo, pour qu'il se développe, on doit aller vers des emprunts beaucoup plus importants, 150 milliards de dollars, mais qu'on investisse dans des projets structurants, dans les ponts, les chaussées, les autoroutes, les rails et tout ça. C'est là où on va créer plus de valeur pour le Congolais. Parce que quand vous allez faire une autoroute d'ici jusqu'à Matadi, par exemple, eh ben, le caillou, la caillasse qui va être fournie, c'est peut-être une PME congolaise qui va se charger de ça. Elle aura des revenus dans ces méga projets. Quand vous allez avoir un chemin de fer, voilà, c'est tous ces projets structurants qu'il nous faut. L'argent à distribuer aux gens, il n'y en aura pas. Mais l'argent dans les projets structurants, il va y en avoir. Parce que quand on parle des aéroports à construire ou des autoroutes à faire, c'est des milliards et des milliards de dollars et nous devons aller là. Mais la grande difficulté, quand je parle des sérieux et des disciplines, c'est dans ce sens-là, parce que si on emprunte pour le train de vie, comme je l'ai dit encore, même si on a des milliards et des milliards, ça va pas résoudre la question. Donc, si on emprunte pour ces projets structurants, ça va résoudre beaucoup de problèmes avec des PME, et ça va sédentariser les capitaux, comme je disais, et ça va permettre à ce que nos jeunes gens puissent avoir de l'emploi. Il y a cette vision. Alors, l'effort qui est en train d'être fait, il faut encourager. Ça prend du temps. Nous avons, par exemple, le grand port de Banana qui est en train de s'ouvrir l'année prochaine. Ça va drainer. Donc, tout le puzzle est en train de se mettre en place tout doucement. Il y a du boulot qui se fait. Mais malheureusement, comme je dis, quand vous voyez à 5 heures du matin, le soleil n'est pas encore au zénith, on croit encore qu'il fait sombre. Exactement. Mais on est déjà en train de passer à la journée. Donc, c'est ce qui se passe au Congo. Nous sommes vers le 4-5 heures du matin. On n'a pas encore vu la journée, mais on n'est plus dans la nuit non plus. Alors, 1,25 milliard de dollars, c'est quand même, ce n'est pas 125 milliards, mais c'est quand même une bonne somme. C'est un bon début. C'est un bon début. Parce que c'est une première émission internationale. Je pense que même le signe est beaucoup plus parleur que le montant. À quel moment, parce qu'il y a, j'ai vu que le ministre a présenté près de 7 projets qui vont être financés par ce montant. À quel moment on pourra se dire que ça on n'est plus dans une victoire financière, on parle maintenant d'une victoire économique? Bon, on ne doit pas être dans le catastrophisme absolu ou dans les triomphalismes non plus. Hein. Je profite déjà pour féliciter le gouvernement par ces beaux gestes. Ça reste technique, financier, mais au niveau de l'image, de la crédibilité du Congo, c'est quelque chose qu'on devrait applaudir et encourager. Je salue le ministre des Finances au passage. Le plus grand défi, ce n'est pas de lever des fonds comme on l'a démontré. C'est-à-dire on a la capacité aujourd'hui de lever 1 milliard. Et je vous rappelle, on s'est arrêté à 1 milliard 250, mais la demande, elle était forte. On est à 5 milliards. Les gens sont prêts à mettre un peu plus. Donc, malgré que ça coûte un peu cher, mais on parle de 8%, quelque chose, et jusqu'à 9%. 5 ans et puis 9,75 voilà. Donc, pour 10 ans. C'est légèrement un peu plus cher, mais c'est déjà un bel exercice. Ça veut dire, si ça se passe bien pour la première émission, on pourrait en avoir d'autres, on pourrait passer à 5, 6 milliards. Il faut quand même dire qu'on est autour de 18 milliards d'endettement. C'est très faible. Parce que vous avez des gens qui sont à 1000% d'endettement. Bien sûr. Nous, on est à quoi? Moins de 20%. On a encore de la marge. Mais non, une fois on a emprunté ces 1 milliard poussière, le plus grand intérêt maintenant, c'est ouvrons les yeux, où va ces milliards? Est-ce que ça va aller dans les conforts habituels des institutions? Je ne pense pas, parce qu'il y a une vision derrière. On doit investir ces montants-là, et ça, c'est ce qui est prévu dans les infrastructures pérennes. Je n'ai pas toute la programmation, mais j'envisage que ça va être au niveau des routes, au niveau des aéroports. Il y a 7 projets qui ont été, il y a l'aéroport, voilà. Il y a des routes nationales. On a un nationales. ensemble de projets, pour ne pas en citer un spécifique, mais je donne un exemple. Si on fait une autoroute, une route normale, parce que c'est qu'on a pour le moment entre Kinshasa et Matadi, par exemple, n'est pas calibré par rapport aux besoins, avec toutes les considérations sécuritaires et tout ça. Mais si on fait une route normale, qui va coûter 80 millions, 100 millions, 1 milliard, c'est déjà un bon investissement, parce que cette route-là va produire. Si on fait un chemin de fer, ça va réduire le coût logistique
Et voilà à quoi servent ces milliards-là. Et les gens doivent comprendre, ce n'est pas juste pour dire on a emprunté, maintenant on va aller frapper à la porte du ministère des Finances pour avoir des financements et acheter sa Prado derrière. Non, non, c'est pas ça la vision. La vision, c'est mettre dans les infrastructures qui vont nous aider à baisser le coût logistique. Par exemple, tout ce que nous avons aujourd'hui, la vie chère, vient du fait que le prix que nous avons dans nos assiettes ou dans nos étals, 40%, c'est le coût logistique. 40%. C'est environ 40-45%. C'est rien que le coût. C'est même pas la fiscalité. C'est le coût logistique. Alors, si on améliore notre logistique en interne, et ça, j'ai envie de dire, nous avons des défis énormes. Quand vous importez un conteneur des États-Unis ou du Canada, ça vous coûte 1500 à $2000. Vous l'amenez de Matadi à Kinshasa, c'est $2500. Et si vous voulez l'amener de Kinshasa à Idiofa ou à Mweka, ben vous allez dans les $8000. Vous voyez, ça coûte très cher la logistique en interne. Donc, ce sont ces problèmes-là qu'on doit commencer par résoudre. Et si on résout les problèmes logistiques, la conséquence logique, c'est que les prix vont quand même être ça va relativement baisser. Et on aura aussi des revenus. Vous avez un péage sur une autoroute, ça rapporte de l'argent. Vous avez un aéroport bien fait à Chikapa, ça va rapporter de l'argent. Vous avez un chemin de fer entre, je sais pas moi, Kinshasa ou Matadi, ça va rapporter de l'argent. Ce sont ces éléments-là qu'on nous devons encourager. Mais il faut pas applaudir tout de suite, tout dire on a de l'argent, on peut faire la fête. Non, ça c'était avant et on va faire autrement aujourd'hui. Il faut attendre un peu pour on va célébrer quand on aura nos infrastructures, on va célébrer un peu quand on va baisser. Parce que derrière tout ça, pourquoi nous faisons tous ces projets, tous ces emprunts? C'est pour financer la solidarité. Parce qu'on est quand même un État où la précarité sociale est assez élevée. Donc, quand vous entendez le chef de l'État dire le social du peuple et tout ça, ça va pas se faire du jour au lendemain et sans moyens. Et ces moyens-là, il faut les mettre en place. Ce sont les outils des productions. Quand je vous parlais qu'on n'a pas de problème financier, on a des problèmes économiques, c'est notre structure économique qu'on doit bâtir. Parce que pendant des années, on n'a rien fait. Mais aujourd'hui, on est en train de le mettre en place et c'est pour financer la solidarité sociale. C'est ça le but, finalement, de tout ce que nous faisons d'économie en général. C'est pour générer capitaux, c'est vrai, tous ces revenus-là, mais la finalité de tout ce que nous faisons, c'est pour financer la solidarité sociale. Donc, vous avez dit aussi qu'on n'a pas assez on n'a pas assez d'argent. C'est pour ça qu'on est aussi obligé d'aller un peu chercher ailleurs. Du moins pour le moment. Pour le moment, oui. Mais il a été annoncé, je crois, le mois passé, qu'on avait une estimation de plus de $100 millions de recettes additionnelles en 2026 liées à la facture normalisée. Alors, quand on voit les efforts qu'on annonce un peu autour de cette facture normalisée et l'idée de mobiliser beaucoup plus de recettes, est-ce qu'on peut dire que la RDC entre dans une nouvelle phase de discipline fiscale où on est encore vraiment au début du chantier? Je le disais, quand on est à 100, à moins 100, on est à moins 80, on est toujours dans le négatif, mais on a fait un bond. L'effort de digitalisation qui est en train d'être fait va nous permettre de faire ces bonds-là. Vous savez, aujourd'hui, au niveau fiscal, notre assiette est très faible, tout simplement parce que l'informalité de nos opérations est très élevée. Alors, quand on va passer à la digitalisation, la numérisation de nos opérations, soit fiscales ou même la production en général, va permettre à ce qu'on puisse avoir un œil où va le dollar. Et ça, c'est un effort qui est en train d'être fait à la DG, au ministère des Finances et ça. C'est à encourager. Donc, la discipline dont je parlais, elle n'est pas simplement question de moralité, c'est aussi, techniquement, nous devons être disciplinés. La chaîne des dépenses, par exemple, la qualité de dépenses, elle va pas s'améliorer parce que nous avons décidé de vivre honnêtement. Elle va s'améliorer parce que nous avons décidé de mettre des outils en place, des outils de contrôle. Et ça, c'est le travail qui est en train d'être fait. Dans l'ensemble, je crois qu'on est là en bonne direction. Mais seulement, ce sont des projets qui prennent du temps. J'aimerais quand même que les gens soient vigilants, mais qu'on ne soit pas non plus à attendre les gens au coin de la rue le lendemain de l'annonce des projets, parce que ça prend du temps. Même dans des pays qu'on visite à gauche, à droite, ça ne s'est fait pas en une journée. On a eu la fiscalité en France, par exemple, ça a pris tout un temps. On a connu... mais le plus important, c'est la dynamique qui se met en place. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut que ça continue. Il faut donner assez de pouvoir
aux dirigeants, assez de pouvoir aux décideurs pour qu'ils puissent changer. Parce que cette question de changement, ce n'est pas simplement c'est pas seulement la question politique ou une question de décision, Exactement. mais c'est aussi le mandat qu'on donne. Parce qu'on a des dirigeants dont on attend tout, mais à qui on ne donne pas le pouvoir à exécuter certaines tâches. Là, je ne veux pas entrer dans les questions politiques parce que c'est pas trop mon domaine, mais sur le plan économique, donnons le pouvoir aux gens d'agir et de surveiller ce qu'ils font. C'est ça que je voudrais dire. Nous allons bientôt arriver en 2028. Il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que ça continue. Ce qu'on a fait, c'est que dès qu'il y a eu un changement, dès qu'il y a eu un poste qui change, enfin un monsieur qui change des postes, tous les acquis, tous les investissements s'arrêtent. Alors notre vigilance, c'est pour dire, on a dépensé de l'argent pour cette technicité qu'on attend des institutions fiscales, que ça continue même après que les gens soient partis. C'est ça notre souhait, parce que souvent on recommence. Exactement, et ça coûte de l'argent. Je donne des exemples. Par exemple, pour la TVA, on avait des très bons projets qu'on avait commencés. Et bon, après, dès qu'on a changé de personnage, tout s'éteint. Et puis on recommence. La facture normalisée, c'est un vieux projet. Ça, oui, on n'a pas inventé en 2026. C'est quelque chose qui a commencé avant, mais maintenant on a changé des formes. Mais avant la TVA, il y avait un projet il restait plus qu'à acheter les serveurs et installer. Mais on a tout laissé parce qu'il y avait une nouvelle dynamique. Mais cette dynamique qu'on met en place, qu'on soit constant et qu'on continue, on aura des bons résultats. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, est-ce qu'on a un problème de niveau de recettes ou c'est un problème de la qualité des dépenses qu'on engage? Les deux. Il y a un effet croisé. La qualité des dépenses est encore à parfaire parce que nous vivons tous dans cette ville. Nous voyons parfois certains scandales qui sont en train de nous éblouir. À un moment donné, on regarde avec admiration certaines pratiques. C'est qui est aberrant. J'utilise un peu l'humour noir, mais c'est qui est aberrant. Mais d'un autre côté, les ressources sont très limitées. Si vous prenez le revenu par tête d'habitant, c'est très faible. Donc, soyons honnêtes entre nous pour dire 16 milliards, c'est déjà un bon qualitatif parce que nous venons d'un budget avec la gouvernance actuelle. On était à 3-4 milliards et on est déjà en train de penser à 20 milliards pour les années à venir. C'est déjà un bon, mais ce n'est pas assez. Donc, nous devons faire un effort. Notre pays, en principe, on devrait avoir des budgets autour de 100-150 milliards de dollars, mais on va y arriver. Mais il faut qu'on commence quelque part. Et c'est bon déjà, on l'a eu avec le ministre Nicolas Kazadi, on va continuer avec Fwamba et ainsi de suite. Donc, il n'est pas question de miracle. C'est juste que le sérieux et la discipline vont nous amener à atteindre des sommets en termes de revenus. Exactement. Et tant qu'on n'aura pas les deux, ça va être difficile. On va tourner en rond, on va peut-être baisser encore dans la projection budgétaire. Et c'est un danger qui nous guette en permanence. C'est pourquoi je dis à tout le monde, on doit se structurer, nos cerveaux, pour qu'on puisse être aligné avec le développement. Parce qu'il y a un problème. Déjà, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Bien sûr. Au niveau de la gouvernance, il y a des difficultés, c'est vrai, mais il y a quand même aujourd'hui un leadership qui a montré des signes d'espoir, des signes de bonne direction, des signes d'amélioration. Donc, au lieu de prendre le bébé et l'eau du vin, soyons quand même indulgents à certains égards pour ce qui marche et restons vigilants pour ce qui ne marche pas. Exactement. C'est cette mesure-là qui va nous aider à avancer sereinement. Mais comment est-ce qu'on collecte sans casser davantage les secteurs privés? Parce que la dynamique, elle est bonne, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas casser aussi cette dynamique du côté du secteur privé? C'est un équilibre qu'il faut trouver. Vous savez, la fiscalité a souvent été perçue comme un poids pour la plupart d'entre nous. Bien sûr. Mais c'est un outil formidable aussi pour structurer un pays. Sans fiscalité structurée, on va tomber dans les travers où chacun fait ce qu'il veut et il y a des fuites des capitaux partout. Bien sûr. Je pense que la pression, on doit plus élargir notre assiette pour baisser la pression. Aussi longtemps que l'assiette est petite, si vous êtes à 250 entreprises sur laquelle il faut soutirer le maximum, ça va faire mal. Et si on élargit cette assiette-là, et c'est ce qui s'est passé dans plusieurs pays, vous avez des allègements qui sont faits tout simplement parce qu'on peut se permettre une assiette assez large.
Et je crois que c'est un travail qui prend du temps. Moi, en termes de fiscalité, j'ai envie de dire aux gens, c'est douloureux, mais c'est nécessaire. C'est la même fiscalité qui va faire en sorte qu'on puisse arranger la situation sociale du pays. Ça ne va pas se faire autrement que par les revenus. Donc, les États utilisent les marges budgétaires pour résoudre les problèmes. Si notre État n'a pas ces marges budgétaires-là, on va oublier tous les programmes sociaux que nous avons. Donc, je ne veux pas dire aujourd'hui devant votre micro que la fiscalité est mauvaise. Ça, je suis pas de cette académie. Je pense qu'il y a des défis, il faut l'améliorer, on va réduire, mais la réduction ne se fera que quand on aura une assiette un peu plus large, ce qui est logique. Alors, on peut pas parler d'économie sans parler du moteur de l'économie, les carburants. Il y a eu plusieurs communications sur la structuration des prix de produits pétroliers, sur l'impact de la crise au Moyen-Orient. On sait ce qui se passe avec l'Iran, le détroit d'Ormuz. Il y a eu pas mal d'ajustements sur les prix par rapport aux zones. Et ça montre comment est-ce que la géopolitique entre directement dans l'économie congolaise. Quand les carburants bougent, tout bouge. Tout finit par bouger finalement. Et ce que moi je veux comprendre, c'est est-ce qu'on est là en face d'un des plus grands points de fragilité de notre économie quand on parle du carburant et de la dépendance de notre économie sur des importations telles que les carburants? C'est un facteur déterminant pour notre économie. Tout simplement, je reviens à ce que je disais, tout est importé dans notre pays, tout vient de l'extérieur avec une logistique. Et cette logistique-là coûte cher et c'est en partie à cause du carburant pour mouvoir tous ces biens à gauche, à droite. Donc, comme on importe tout, le carburant est au cœur de notre économie. C'est pour ça que c'est un élément très stratégique et qui est très régulé et suivi. Nous avons commencé par faire le nettoyage. Aujourd'hui, il y a d'abord au niveau local, au niveau national, l'influence internationale ou l'impact des crises et des chocs étrangers, c'est effectif, c'est bien présent. Mais nous devons commencer d'abord par ce qui a été fait en interne. En interne, on a tout simplement nettoyé. Il y avait beaucoup d'activités improductives autour de cette question-là. On parle de manque à gagner, de comment on avait structuré le business. Exactement. Ça coûtait 200, 300 millions de dollars à chaque année à l'État. C'était pas sérieux de garder ces mécanismes-là en place tels que c'était. Donc, on a commencé à regarder dans la fiscalité, la parafiscalité. On a nettoyé tout ce qui n'était pas nécessaire ou, j'ai pas envie de dire futile, mais ce qui n'était pas de nature à consolider ces secteurs-là. Ça a été fait. C'est comme ça que vous avez eu, en conséquence, les baisses à la station. Et ces travails-là, souvent, bon, on a été critiqué pour certains, mais le temps a fini par donner raison à son Excellence, Monsieur le ministre Mukoko Samba et son équipe, tout simplement parce que il y a une vision derrière. Ce n'est pas des manettes qu'on bouge à tout vent. Il y a une stratégie, il y a une vision derrière. On veut atterrir quelque part. Parce que nous savons que c'est un intrant important, un élément important, un facteur important. C'est pour ça que nous avons travaillé là-dessus. Ça détermine non seulement le prix du carburant en tant que matière qu'on importe, mais aussi toute la vie économique. Le prix du pain, le prix des loyers. Quand vous voyez le transport, on va vous dire à carburant et mati, cours c'est comme 1500 au lieu de 1000 francs. Mais il y a un impact parce que c'est le carburant qui est à la base. Vous allez commencer à vous dire, tiens, Bandoun et Mati, tiens, Outanango, Bandundu, jusqu'ici, Exactement. il y a le transport qui a augmenté, le conteneur. Donc, c'est pour ça que maîtriser le coût du carburant, ça nous permet de maîtriser tous les autres coûts autour. Donc, cet effort-là a été fait, mais j'ai envie de dire que ça n'a pas été reconnu à la hauteur qu'on espérait. Parce que les gens sont tombés dans un confort. La chose la plus importante, c'est qu'on a maîtrisé malgré les chocs extérieurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'Ormuz, nous sommes en train de parler de tous les autres chocs extérieurs, les difficultés d'approvisionnement, mais nous avons oublié que pendant près d'un an, nous vivions
nous vivions dans ces pays avec un prix du carburant, j'ai envie de dire, subventionné en dessous de la hauteur normale. C'est-à-dire le moins $1, on était autour $1. Pendant que partout ailleurs, on était à $1,50, $2. Exactement. Ça, c'est un effort que le gouvernement a consenti. Il y avait des manques à gagner qu'on payait, tout simplement parce qu'on savait qu'en maîtrisant le coût du carburant, on maîtrise tout le reste. Donc l'État a continué à subventionner et les gens ont trouvé normal. Ils ont même oublié qu'il y avait une subvention. Et quand on a eu le choc avec Dormouz et tout ça, nous avons fait un effort de toujours maintenir. Et il y a une petite augmentation de 200 francs, mais c'est rien par rapport à ce que nous vivons à travers le monde. Les gens qui mettaient le plein avec $80, ils sont à $120 aujourd'hui. C'est la réalité à Paris, aux États-Unis, au Canada et partout. Mais nous, ici, parce que l'État a fait un effort de garder ces prix-là à une hauteur donnée. Ça, c'est quelque chose que le Congolais devrait savoir. Ce n'est pas un acquis. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de techniciens et des experts qui a permis à ce qu'on puisse garder ça. Mais pourquoi on le fait? C'est juste pour revenir à ce que nous disons, comme tout est importé, tous les intrants, que ce soit dans les mines, que ce soit dans tout ce que nous faisons. L'acide sulfurique, par exemple, est importé. Vous devez l'acheter en dollars. Vous devez le transporter. Et tous ces carburants-là, les mines consomment plus de 80% de notre approvisionnement, c'est dans les mines. Parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Mais tout ça fait que si on n'a pas eu à réguler ces prix-là, on aurait des prix à la station de 5 000 francs et qu'on sort. Donc, c'est douloureux à faire comprendre aux gens, mais c'est la triste réalité, c'est que le carburant coûte cher. Exactement. Et tant qu'on ne le produit pas localement, il y a un problème et on a des projets d'approvisionnement ici et là, mais ça reste un défi et qui est maîtrisé par le gouvernement congolais. Juste pour que les gens comprennent cet effort-là, parce que évidemment, quand on regarde le prix du carburant ailleurs, on a l'impression que le carburant coûte quand même moins cher ici chez nous. Parce que c'est subventionné, c'est régulé, c'est maîtrisé et on a nettoyé un peu, on a structuré les secteurs. Je disais au début, c'était les gens ont fait ce qu'ils ont fait, j'ai pas envie de retourner des années avant, mais il est un fait aujourd'hui, c'est que au lieu de dépenser de l'argent dans les manques à gagner, on a des gains à certaines régions et ça permet quand même à ce que on puisse avoir des gains pour d'autres dépenses plutôt que de dépenser 300 millions chaque année. Exactement. Donc, c'est un effort qui a été fait et c'est un travail, comme je disais, qui n'est pas très visible parce que on ne communique pas souvent sur les difficultés et on est un peu timide dans les résultats parce qu'on ne veut pas le triomphalisme non plus, mais c'est un exploit qu'on peut mettre sur cette gouvernance. Et ça, c'est toute une équipe. Ça commence par la vision avec le chef de l'État qui a donné des directives très claires pour le pouvoir d'achat, la lutte contre la vie chère et voilà, toutes ces choses-là. Et c'est la réponse à sa demande via le gouvernement. Donc, c'est encouragé. C'est encouragé. Juste pour un exercice d'hypothèse, s'il n'y avait pas ces subventions de l'État, le carburant coûterait combien le litre à la pompe? S'il n'y avait pas, on parle $1,50 en moyenne. Donc, on parle de 4 500 francs par là, oui. S'il n'y avait pas la subvention. Ah oui. Ouais, s'il n'y a pas la subvention. Et c'est là où je suis en train de dire que beaucoup de choses sont en train d'être... Là, on parle du carburant. Bien sûr. Mais c'est la même chose pour le maïs, c'est la même chose pour les poulets, c'est la même chose. Il y a un effort de stabilisation des prix qui a été fait. Vous savez, ces pays étaient quand même abandonnés à toutes sortes d'aventuriers qui ramassaient tout, n'importe quoi, et les larguer sur le marché à n'importe quel prix. Mais il y a un contrôle qui est fait, il y a quand même une maîtrise des importations. Et c'est technique, mais en gros, j'ai envie de réduire ça en disant il y a un effort qui est fait pour que la vie ne soit pas aussi chère au Congo, pour que l'assiette, le panier de la ménagère soit accessible. Et ça, on l'a vu quand vous avez vu les chinchards qui a baissé de 26%. C'est rien pour vous et moi parce qu'on peut se permettre de s'acheter un steak dans un restaurant. Mais pour monsieur et madame, tout le monde qui voit le diable à sa porte chaque midi, c'est un bon début. Ouais. Et pendant combien de temps vous pensez que le pays est capable de tenir ce choc économique?
S'il n'y a pas d'autres mouvements vers le haut, on est en mesure de tenir quelques années, mais on peut encore faire mieux parce que les efforts de production locale que je suis en train d'évoquer vont faire en sorte que nous allons... Il y a des projets, par exemple, pour produire les tomates, faire les poulets chers localement et ainsi de suite. Ça va baisser aussi donc le coût de la vie chère. Donc, c'est tout ça que je dis, ça ne se fait pas du jour au lendemain, un élément après l'autre. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le carburant qui est maîtrisé. Ça permet à ce que les autres produits des bases de première nécessité ne montent pas. Exactement. Malgré le choc. Donc, c'est pour ça qu'on touche sur des leviers, sur des vecteurs qui vont produire un résultat nécessairement bénéfique pour la population. Et c'est à cela que j'aimerais qu'on dise un petit mot gentil à nos dirigeants pour, pas pour les remercier parce que c'est leur rôle, mais aussi pour ne pas toujours tirer dessus parce que généralement on a une population qui tire dessus. Il y a des imperfections, j'avoue que parfois même au sein du gouvernement, quand on regarde certaines choses, on peut se dire mais comment c'est possible? Mais en grande majorité d'actions qui sont posées, nous sommes sur la bonne voie. Donc ça donne des signaux d'espoir et j'ai envie de dire c'est quand tout va mal qu'on reconnaît la compétence, qu'on reconnaît la bravoure, qu'on reconnaît l'expertise. Et nous, on est en train de passer ces caps-là. Nous avons connu des moments beaucoup plus difficiles, principalement avec le carburant. Mais aujourd'hui, je crois que c'est pas derrière nous, mais le risque est à féliciter. Ça a été maîtrisé pour le moment. Parlons minerais stratégiques, un peu. Selon les informations qui ont été rapportées, autour de la politique congolaise sur le cobalt, la RDC a mis en place des quotas d'exportation de cobalt pour 2026-2027 avec un plafond annuel d'exportation qui a été fixé autour de 96 600 tonnes. Et la RDC vient de créer aussi une réserve stratégique pour le cobalt et d'autres minéraux critiques. Ça, c'est un peu pour peser un peu sur les marchés, sur l'offre et les prix. Alors, je veux m'attarder un peu sur le cobalt parce qu'on sent que la RDC veut désormais peser davantage sur le marché, notamment avec les quotas qui ont été annoncés. Est-ce que vous pensez qu'on est enfin en train de passer d'un pays extracteur vers un pays stratège sur cette mine en particulier? C'est ça la dynamique. On n'y est pas encore. On est encore au niveau de l'extraction pour le plus gros. On est encore au niveau des rentes pour les exportations. On est encore au niveau où on a notre revenu est basé essentiellement sur les rentes minières. C'est ce qui a déploré jusqu'à présent. Mais l'effort qui est fait avec le minerai stratégique, c'est de dire, je vais déjà balayer un commentaire qu'on entend toujours, Abate Kimboka, Bassali, tout ça. C'est vulgairement dit parce que les gens ne comprennent pas. Alors, ça vaut quoi nos minéraux dans le sous-sol qui ne produisent rien, qui ne sont pas transformés, qui ne sont pas vendus? Ça ne vaut rien du tout. L'effort qui est fait, c'est de dire, oui, nous sommes en train de passer d'un pays extracteur à un pays hautement stratégique pour l'industrie numérique et la transition énergétique en général. Cette position-là, elle demande beaucoup de sérieux et de discipline. Parce que nous ne sommes pas seuls dans la course. Il y a, là j'entre un peu dans la géostratégie, il y a la course vers ces minéraux-là, c'est tout le monde. La Chine, le Japon, les États-Unis, l'Angleterre, tous ces pays ont besoin de ça pour non seulement survivre, mais aussi garder un niveau de vie. Ça va au-delà même de l'aviation civile et militaire et ça va être les nouvelles guerres vont être autour des questions numériques et c'est parce que nous sommes le berceau de tout ce qu'il y a comme minerai stratégique. Nous devenons un partenaire ou un élément essentiel dans cette géostratégie. Ça demande beaucoup de sérieux et beaucoup de discipline. Donc, pour autant, nous devons quitter la phase de prendre juste le minerai, le mettre sur un bateau ou sur un camion et se contenter de la rente. Nous sommes en train de faire en sorte qu'on puisse avoir
un niveau ou plusieurs niveaux de transformation locale, pour deux raisons. Parce que la valeur, finalement, de ces minerais-là, elle n'est pas dans les matières brutes. Un tas de cuivre ne vaut pas grand-chose, mais c'est qu'on peut en faire en transformant, on peut sortir du zinc et tous les autres composants. C'est là où il y a de la valeur. Alors, cette valeur-là, elle est souvent perçue à l'extérieur, parce que nous avons été assez malins de vendre uniquement les minerais comme ça, et c'est les autres qui faisaient la plus-value. Et ça va changer. Quand on a ces partenariats-là pour produire, extraire, on va continuer à extraire, mais les transformer localement, après avoir résolu quelques problèmes d'énergie et de logistique avec les corridors qui se mettent en place, nous aurons la possibilité de transformer ces produits localement à un niveau, à 2 niveaux, à 3 niveaux. Ça dépendra des investissements qu'on va faire. Mais ça va nous générer des capitaux et ça va répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, là, de sédentarisation des capitaux. Et c'est quelque chose, c'est une stratégie qu'il faut encourager. Au lieu de tirer sur les individus, lisez les accords. Il n'y a aucun problème de souveraineté dans ces accords-là. Lisez les accords, quand on parle de gagnant-gagnant, on ne peut pas gagner de la même façon. Si moi j'amène $1 million sur la table, et vous avez votre lopin de terre, on va exploiter, on va faire ci, vous n'allez pas me dire on va faire 50-50. C'est pas logique parce que les valeurs sont pas les mêmes. Mais on peut y arriver. C'est des négociations. On peut commencer par un pourcentage et puis arriver. Ça se négocie avec. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas les moyens de notre politique, nous devons nous appuyer sur certaines personnes, certains pays, certains capitaux, certains marchés pour réaliser cela. Donc, cette transformation locale, elle est salutaire à plusieurs égards. C'est-à-dire, nous allons capter la valeur localement, mais aussi ça va créer de l'emploi, ça va faire en sorte qu'on réponde à tous ces corollaires qu'on a évités jusqu'à présent. Donc, au niveau géopolitique, c'est aussi affirmer notre souveraineté de le faire localement. Nous allons voir la possibilité d'avoir des Indiens, des Américains, des Irlandais, des Canadiens qui viendront chez nous faire du business. Et ça, c'est accepté. Et on n'a pas une exclusivité. C'est vrai qu'on est en partenariat stratégique avec les États-Unis, mais cela ne veut pas dire les autres ne sont pas les bienvenus. Ils vont faire ce qui a été convenu, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que les mines au Congo. J'aimerais bien que les Pakistanais disent on va faire du maïs au Congo, les Russes disent on va faire, on va produire la vodka au Congo. Il y a beaucoup de choses à faire au Congo. Donc, on focalise un peu sur les matières stratégiques, ces minerais stratégiques, c'est très bien, mais les partenariats sont disponibles dans presque tous les domaines. Donc, on peut faire ces bons-là de façon tout à fait stratégique. Et qu'est-ce que signifie concrètement la création d'une réserve stratégique? C'est quoi cette réserve stratégique? Nous avions un problème avec le cobalt. La demande était montée au plafond. Nous avons produit suffisamment, on a extrait suffisamment au pays. Les autres ont constitué des réserves et du coup, la valeur a baissé parce que quand le plus gros acheteur, qui était la Chine, a constitué ses réserves et nous, ici, on commençait à avoir des produits où on n'a pas une forte demande, ça a baissé. C'est comme ça qu'on avait fait, on a stoppé ces exportations. Maintenant, pour maîtriser un peu le coût, nous avons un quota à ne pas dépasser par an, et voilà. Maintenant, nous-mêmes, on devait constituer des réserves. Et ça, ces réserves, on devait le faire pas simplement sur le cobalt, on doit le faire sur l'or, on doit le faire sur beaucoup de matières. Ces réserves-là, ça a plusieurs utilités. La plus importante, c'est que c'est pour garder un niveau confortable de prix parce que nous dépendons principalement de vente de matières premières. Et malheureusement, il se trouve que on n'a pas structuré tout ça, on n'a pas assez de réserves pour réguler. Donc, il faut constituer ces réserves-là. La même chose pour l'or. Vous avez vu l'effort qui est fait par la Banque centrale pour commencer à acheter de l'or. Et ce sont des choses qui permettent à une économie, à un pays, d'avoir des coussins ou des matelas de sécurité. Et ça permet aussi à stabiliser le marché, la monnaie. Il y a plein de raisons derrière tout ça, mais c'est une stratégie. Aussi pour le fait que les autres ont besoin de ces matières-là. À tout moment, on peut, avec les manettes que nous avons, augmenter ou réduire les quotas. Ça, c'est une décision souveraine du Congo. Mais pour autant qu'on a des réserves localement, on peut faire tout ce qu'on veut.
Très bien. Alors, pour mettre tout ceci en musique, un Ouais. peu pour finir, inflation, taux directeur, recettes, eurobond, carburant, cobalt, on a parlé un peu, on a fait un peu le tour. Au fond, le vrai test aujourd'hui pour la RDC, c'est quoi? Je répète encore ce que je disais, c'est le sérieux et la discipline. Le sérieux et la C'est discipline. le test qui nous attend parce qu'on a tous les éléments de puissance réunis. Tous les éléments sont là. On a les minerais, on a la population, on a les espaces, la terre, les eaux, tout ça, un écosystème, tout ce qu'il y a comme la pluviométrie, tout est réuni. Mm. La seule chose qui nous manque, c'est de maintenir le cap de ce que nous avons commencé, de le faire sérieusement et avoir une discipline d'exécution. Quand on a dit qu'on va le faire à 15h, c'est pas 15h30. Quand on a dit qu'on va investir 10 milliards, c'est pas 9 milliards 5. C'est cette discipline-là et ça se sent aujourd'hui dans le gouvernement. On commence à être de plus en plus précis, que ce soit dans la planification ou dans l'exécution. Maintenant, les défis, ils sont plutôt de notre côté. C'est pas le marché. Le marché est demandeur de tout ce que nous avons. On a aujourd'hui, par exemple, des fortes demandes de piments, par exemple, à travers le monde. Mais nous avons des terres, nous avons tout ce qu'il faut, des jeunes gens qui n'ont pas d'emploi. C'est à nous d'aller vers ces secteurs-là, d'investir, d'être sérieux dans ça et pas faire du bricolage. Parce que souvent, on aime bien aussi faire de la visibilité, poser la première pierre, voilà, chanter un peu un coup de champagne et puis c'est fini, ça s'arrête là. Si on commence à être sérieux dans l'exécution, être discipliné dans l'exécution, on va y arriver. On oublie tout ce qu'on a évoqué ici, inflation, tout ça. Ça, ce sont les conséquences de certains comportements. Mais si on reste sérieux dans notre gouvernance, dans notre projection, dans notre exécution, on va balayer tout ça et très rapidement. Le Congo peut faire un bond très rapidement et dépasser tous ces pays qui sont devant nous et devenir une référence pour être le géant d'Afrique qu'il est déjà. Alors, il y a tellement de choses, comme on disait au début, avant même de commencer à parler, il y a tellement d'actualités économiques ces derniers temps et ça va très, très, très vite. À cette allure, on peut aussi faire des erreurs parce qu'il faut prendre des décisions à temps. Et puis, il y a aussi une forte pression. Il y a l'économie, il y a la géopolitique, la géostratégie. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Quel est, à votre avis, le principal risque auquel nous faisons face pour les prochains mois? Si je dis les prochains 12 mois, par exemple. Le principal risque, le plus grand risque, il reste le risque sécuritaire. Parce que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, aussi longtemps qu'on n'a pas la paix, il n'y a pas d'économie sans paix. C'est le plus grand risque. Et je suis très heureux de constater, et comme tout le monde, que la question de l'Est est en train de se résorber. Nous allons vers la fin d'une absurdité qui a duré plus de 30 ans. Et tout ce qui est fait, même avec les minerais stratégiques et tout ça, il y a une condition, c'est d'abord la paix dans le pays. C'est le plus grand risque pour le moment, parce que tout peut basculer à tout moment. Je crois que c'est un risque qui est relativement maîtrisé avec les efforts qui sont faits au niveau sécuritaire. On va laisser les spécialistes en parler, mais il y a des bonnes choses qui se passent de ce côté-là. Mais il y a aussi d'autres risques, c'est au niveau financier. Au niveau financier, si on continue à faire les efforts qui sont entamés au niveau fiscal, au niveau même des projets, on peut arriver à augmenter notre budget et atteindre les hauteurs acceptables. Mais le risque qui se pose à nous aujourd'hui, c'est aussi dans la collecte et aussi dans l'allocation de ces ressources. Je reviens à la qualité de la dépense. Cette qualité de la dépense, elle est à tous les niveaux. Souvent, on pointe du doigt les gens, mais c'est très fragile comme question. Si on continue à dilapider le peu de revenus qui se présentent difficilement, on court un risque qu'on n'atteigne pas tous les objectifs qu'on s'est donnés. C'est les deux grands risques que je vois. Mais à part ça, il y a des risques mineurs. Il n'y a pas des petits ou des grands risques, mais il y a des risques qui peuvent être mitigés très rapidement. Tout à fait. Ça, c'est au niveau de l'exécution. Tout ça, ça peut être maîtrisé avec une bonne conscience, une bonne attitude et surtout une bonne mentalité. Il y a aussi un autre risque aussi, c'est que le risque politique. Si on ne comprend pas les enjeux de l'heure,
on comprend pas. J'entends beaucoup de gens parler de 2028 comme si c'était l'apocalypse et tout ça. Non, 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 non. C'est pas un risque, c'est un cours normal. On va arriver à 2028. J'aime bien la phrase d'un de mes aînés que je salue, Lambert Mende, qui disait « Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Ça va bien se passer, soyons tranquillement apaisés. C'est un risque, mais il va être mitigé avec ce qui va être fait. On pourra changer dans un sens comme dans un autre, mais ça va aller. Le pays est appelé à changer. Ces risques-là est assez minime. Je pense qu'on a beaucoup de cerveaux, on a beaucoup de gens, beaucoup de juristes chevronnés qui peuvent réfléchir sur les questions politiques et consorts. Mais ces risques-là, je ne le vois pas comme un entrave à la bonne marche de l'État. Il y a des compromis à faire, il y a des ajustements, tout ça, on va traverser. Mais le plus grand risque que je répète, c'est le risque sécuritaire et la défaillance dans notre façon de gérer. Gérer les finances. Ouais. Et quel serait le plus grand levier d'opportunité, à votre avis? C'est la qualité de l'homme congolais. Si on a des Congolais conscients de la position géostratégique qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'on n'est pas conscient de ça. On l'a été dans le temps. Le Zaïre a été un pays où nous avions reçu, certains d'entre nous n'étaient pas nés, nous avons reçu les projecteurs de tous les pays. Le grand combat du siècle, tout ce qu'on a eu. Mais à un moment donné, ça s'est effrité parce qu'on n'a pas pérennisé tout ça. Mais aujourd'hui, je crois que le plus grand avantage que nous avons, c'est d'avoir l'accès à l'information. Aujourd'hui, on n'est pas... Quelque chose qui se passe à Washington, 5 secondes après, à Chikaji, on est au courant, à Luebo, on en parle, à Mbujimaï, les gens commentent. Donc, on est assez outillé intellectuellement aujourd'hui. On avait très peu d'universitaires à la sortie, à l'entrée à l'indépendance. Mais aujourd'hui, on a les compétences qu'il faut. On a des jeunes gens, on a des gens qui ont fait leurs preuves dans les banques, dans les sociétés. On a tout. Mais il y a un problème, c'est qu'on doit juste prendre conscience de qui nous sommes. Tant qu'on ne connaît pas les enjeux et les défis de notre pays, on ne pourra pas s'ajuster. Et il faut que j'appelle tout le monde à la lecture de l'histoire, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. Nos pères de l'indépendance n'étaient pas des docteurs en droit, parce qu'on leur a refusé ces titres-là à un moment donné, mais ils avaient une vision claire pour ces pays. Il y avait des lacunes, on peut compenser aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la plus grande valeur qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est la cohésion sociale que nous devons garder avec une population informée, outillée pour sauvegarder les acquis. C'est ça qui est très important parce que je suis malheureux quand j'entends des gens dire « Moko yumto bongsamboko », ça veut dire il y a une démission, on dit « c'est pas moi ». Et cet esprit-là, nous devons casser ça. Nous devons être les agents de sécurité de ces pays, nous devons être les agents d'information de ces pays, les agents économiques. Nous devons tout faire pour qu'on soit, comme c'est le cas en Chine, comme c'est le cas dans d'autres pays, où vous ne touchez pas à leur pays, vous ne touchez pas au drapeau. Et nous, j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas économique, mais il y a un lien. Le patriotisme fait en sorte qu'on puisse tenir le pays ensemble. Donc, quand on a la fierté du drapeau, la fierté de la monnaie, la fierté de la grandeur, la fierté même de nos dirigeants, et ça a toujours été comme ça. Les Congolais sont attachés à leur pays, mais depuis un temps, on a eu un vent comme ça de relâchement. J'ai envie de dire, resterons-nous. Les Congolais, même s'il y a des problèmes, resterons-nous autour d'un leadership. Et ça, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen que d'insister sur ces messages-là. Si on se retrouvait une année après, sur quel indicateur nous nous apaiserons pour se dire oui, l'économie congolaise a vraiment franchi un cap? Le panier de la ménagère, ça me semble capital. Tous les autres, là, on peut s'en passer. Parce que je suis de ceux-là, pas forcément socialistes, mais je suis de ceux-là qui pensent que tout ce que nous ne le faisons pas uniquement pour nous, nous le faisons pour le bien-être de la masse. Okay? Je suis de ceux-là qui pensent que tout ce que nous avons fait, que ce soit les études, les professions, tout ça, c'est pour améliorer le bien-être communautaire. Le premier indicateur le plus important que j'évoquerai dans 1 an, dans 2 ans, c'est le panier de la ménagère. Parce que n'oublions pas que malgré tout ce que nous faisons comme projet, tout ça, il y a quand même une précarité sociale très prononcée dans ces pays.
ce qui est un paradoxe, ce qui est aberrant. Et je dis ça parce que j'aimerais pas qu'on donne l'impression que tout va bien et que voilà, nous sommes en train de planer sur une vague. Non, les défis sont énormes. Et quand on regarde ce que le gouvernement est en train de mettre en place, on vient d'un trou très profond. Nous sommes un pays où les enfants meurent à moins de 5 ans parce qu'ils ont des problèmes de kwashiorkor, des trucs. C'est des maladies des mains sales. On a beaucoup d'enjeux quand même. Il faut vous dire, les défis sont énormes. Il y a des gens qui sont dans des situations très précaires et j'ai une pensée surtout pour les déplacés dans notre pays. Vous savez, il y a des réfugiés des guerres dans leur propre pays. Donc, il y a beaucoup de défis. Donc, j'aimerais quand même, sur le plan social, qu'on puisse se parler avec beaucoup de joie, de voir qu'il y a eu une amélioration. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez tous les 6 points de l'engagement du chef de l'État sont autour de la question sociale. Si on regarde, soit le pouvoir d'achat, la diversification de l'économie, tout ça, c'est pour ramener la vie sociale à une hauteur acceptable. Donc, pour moi, en tant qu'économiste, je me dis, tous les autres sont des agrégats, sont des indicateurs. C'est très bien, il faut les maîtriser. Mais le plus grand indicateur, c'est le panier de la ménagère pour permettre à ce que nos grands-parents, nos jeunes gens, soient quand même dans des conditions acceptables. Ouais. Très bien. Alors, à la fin de notre podcast, nous avons un rituel, c'est de poser la question, de savoir quelle est la question à laquelle peut-être vous êtes attendu, mais que je n'ai pas finalement posée, ou une question que vous auriez voulu que je pose, mais puis enfin, bon, on est en train de finir et vous vous rendez compte que je ne l'ai pas posée. Et quelle serait la réponse à cette question? La question, pas une question, mais une observation. J'aimerais juste qu'on parle aussi de ce qu'il y a de bien au Congo. Parce que souvent, on a tendance à tirer sur notre pays. On est le Congo bashing. On est expert nous-mêmes. Quand vous regardez en ligne tout ce qui est dit sur le pays, les individus, on peut encore s'en passer. C'est des questions d'ego, tout ça, on peut mettre de côté. Mais sur le pays, j'aimerais quand même que les journalistes, que les gens qui ont une parole publique, les gens qui ont quand même une certaine audience, puissent parler de ces pays en bien. Parce que c'est un pays qui a connu beaucoup d'atrocités. On parle des mains coupées, on a connu beaucoup d'atrocités dans cette histoire qu'on est en train de relater et même de consolider aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de ces pays en termes peut-être pas glorieux, mais agréables, parce que c'est un pays géostratégiquement qui est à la base de beaucoup de progrès. C'est le pays qui a permis à mettre la fin à la Deuxième Guerre mondiale. C'est le pays qui a permis à ce qu'on ait le bâtiment des Nations Unies à New York. Tout le bois qui est décoré, que tout le monde aime, ça vient du Congo. C'est le pays qui permet aujourd'hui à ce qu'on ait des smartphones, qu'on ait des tablettes, qu'on ait tout ce qu'on est en train d'apprécier à travers le monde. Tous les avions qui volent, ils ont un peu de sang congolais. Et j'aimerais qu'on puisse quand même parler de ces pays en des termes agréables et qu'on arrête les massacres qui sont en train de se faire perpétuer dans ces pays juste parce qu'il a tout donné au monde. C'est voilà le dernier mot que je voudrais prononcer pour ces pays. Monsieur Nico Minga, il me reste qu'à vous dire merci infiniment. Merci à vous, merci de m'avoir dans votre podcast et c'est un plaisir que j'aimerais bien renouveler. C'est partagé. Merci.